Le journal de Télémiroir, ce soir c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Avec dans vos titres les projets municipaux présentés ce matin, détaillés par Jean-Paul Fournier. Voilà Marlène, vous êtes à l'antenne. Mais voilà, ça y est, c'est moi. Un nouvel hôtel du département, c'est un projet du Conseil général du Gard. Et puis on va également parler de football avec le risque de grève des footballeurs professionnels, mais aussi sur le résultat d'Arles qui a encore gagné hier soir face à Guignon. C'est à vous Marlène. On débute ce journal avec Nîmes et les grands projets pour la ville. Jean-Paul Fournier, donc le maire de Nîmes, vient de présenter les objectifs et les budgets sur les travaux en cours et à venir, notamment sur la tranche 2 de l'Esplanade et la tranche 3 de Feuchères, ainsi que les aménagements du Jean Jaurès et de Hoche-Cernam. Les explications de Nicolas Pinchino et Pierre-Paul Castelli. Samedi dernier, Jean-Paul Fournier, nouveau sénateur du Gard et maire de Nîmes, avait réuni sa majorité pour le traditionnel séminaire de rentrée. À cette occasion, il a évoqué les grands chantiers de la ville de Nîmes qui, pour les 3 premières années de ce deuxième mandat, vont représenter 45 millions d'euros d'investissement par an. Un budget, finalement, c'est du fonctionnement et de l'investissement. Donc à partir de là, il faut réduire le fonctionnement. Donc on demande des efforts aux uns et aux autres. J'ai demandé à l'administration de faire de gros efforts sur le fonctionnement de cette maison. Et à côté de ça, on pourra investir un peu plus, c'est-à-dire que par rapport au premier mandat, c'est pratiquement 5 millions d'euros de plus qui seront investis chaque année, donc avec de nouvelles réalisations. Ce mardi matin, le maire de Nîmes présentait les budgets à venir pour chacun des grands projets 2009. Suite des travaux sur Jean Jaurès, jumelés à l'arrivée du TCSP, pour un budget de 6 millions d'euros. Hoche-Cernam, début de la première tranche avec un budget de 4,7 millions d'euros. La reconstruction complète de l'école des Platanettes, un bâtiment HQE pour un coût total de 4 850 000 euros. Il a été également question de la SMAC, de la ZAC de la Gare, de la Maison du Patrimoine, ainsi que la deuxième tranche du projet AEF avec plus de verdure en opposition à la pierre du parvis des Arènes. Sur la deuxième tranche Esplanade, justement, donc, ça sera un jardin d'1 hectare qui va être réalisé avec des arbres, avec des fleurs. Donc je ne suis pas que minéral, et si j'étais minéral devant les Arènes, c'est parce que l'architecte des monuments historiques nous a imposé cette place toute minérale, et qui n'est pas si mal que ça, finalement, je la trouve même très belle. Les travaux pour le musée de la Romanité, cheval de campagne de Jean-Paul Fournier, devraient également commencer en 2009. Pour l'heure, l'emplacement du musée n'a toujours pas été choisi. En fin de propos, le maire rappelait qu'il n'avait pas augmenté les impôts durant son premier mandat et qu'il en serait de même tout au long de son deuxième mandat. Et à propos donc de la fiscalité à Nîmes, nous avons posé la question à Jean-Paul Fournier sur cet article paru dans le magazine mensuel national Capital qui place Nîmes en tête pour la pression fiscale. Et le maire a répondu qu'une demande de droit de réponse avait été faite à la rédaction de Capital. Mais évidemment, on sait de toute façon à Nîmes que si Nîmes n'est pas la première ville française, en tout cas, elle est classée en tête pour des raisons diverses sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de revenir sur cette antenne. Voilà, donc on n'est peut-être pas premier, mais enfin en tout cas, on est bien classé sur ce classement-là qui n'est pas le plus valorisant pour nous autres. Les autres chantiers donc en cours, un palais des congrès, salle spectacle toujours sur le triangle de la Gare. Et puis ce qui est en voie d'achèvement, c'est le carré Saint-Dominique dans le quartier du chemin bas d'Avignon. La percée Clérisseau, donc ça ce sera pour fin 2008, la percée Clérisseau ce sera pour fin 2011. Lancement de chantier, donc évoqué également ce matin, une rénovation de la place de la Calade pour 2009 devant le théâtre. Et puis le projet de centre social à Pissevin, Marlène. Vous en avez profité également pour recueillir la réaction du maire de Nîmes sur les démêlés dans sa majorité concernant le dossier de l'AC Nîmes. On écoute Jean-Paul Fournier. Vous aussi, vous sifflez la fin de la récréation au sein de votre majorité municipale avec toute cette affaire autour de l'AC Nîmes? Oui, j'ai profité qu'il y ait tous les élus de la majorité samedi dernier pour leur rappeler leur mission. Leur mission, les Nîmois nous ont élus pour travailler, les Nîmois nous ont élus pour qu'on réalise les projets qu'on leur a présentés et proposés. Donc c'est ça leur première mission. Après, à côté de ça, il y a d'autres choses, mais autre chose, je crois qu'il y a la justice qui est saisie. La justice fera son travail.
Et puis on verra ce qui s'y passe. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'invectiver entre majorités, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que les Nîmois n'aiment pas ça. Et je leur ai dit maintenant d'arrêter. Autrement, je serai obligé et je serai peut-être amené à prendre des sanctions. Hop là. Voilà, le sujet donc sur Jean-Paul Fournier, c'était un peu bloqué apparemment à la fin, non Pierre-Paul? Mais écoutez, on va vérifier. On n'écoutait pas dans tous les cas. C'est à vous, Marlène. Le Conseil général du Gard annonce le regroupement de l'ensemble de ses services en un même lieu, dispatchés actuellement sur divers sites à Nîmes. C'est un nouveau bâtiment donc qui devrait voir le jour en 2012. Ces dernières années, les départements, mairies ou régions ont été souvent critiqués pour le caractère somptuaire de leur nouveau siège. Des reproches que le Conseil général du Gard ne veut sans doute pas entendre. En effet, la création de la future maison du département sur la ZAC dite du Triangle de la Gare à Nîmes est présentée comme un regroupement de ces services en vue de faire des économies de fonctionnement. Alors l'objectif est simple, c'est regrouper l'ensemble des services du siège du Conseil général, c'est-à-dire 1000 agents sur les 3000 que nous comptons, les 2000 autres étant sur l'ensemble du territoire, les regrouper donc dans un site unique, alors qu'actuellement ils sont répartis sur 19 bâtiments différents et 4 grands secteurs de la ville. L'édification de ce nouvel hôtel du département n'aura, selon ses promoteurs, aucun impact en termes sociaux sur les agents départementaux. Pour l'instant, tout le monde y a sa place, ça ne change absolument rien, ni sur l'organisation, ni sur les effectifs concernés. On raisonne à effectifs et à organisation constante. L'ensemble haut de 7 niveaux intégrera les dernières normes de haute qualité environnementale. Mais à l'heure où le maintien de l'échelon départemental fait l'objet de toutes les rumeurs, était-il bien raisonnable de se lancer dans un tel chantier ? Alors effectivement, le chef de l'État a annoncé le lancement d'une grande réflexion sur les structures territoriales. On parle d'un éventuel rapprochement département-région. Bon, d'abord, notre conviction, c'est que quelle que soit l'organisation future des collectivités, il faudra toujours des agents en proximité sur chacun des territoires. Donc on imagine mal que l'ensemble des agents du Conseil général puissent être regroupés à l'extérieur du département. Et puis, c'est un bâtiment qui est conçu pour être évolutif. Les études techniques et le choix de l'architecte sont en cours pour un début des travaux en 2010 et une livraison à l'été 2012. Et Alain Bellon a également questionné le Conseil général sur l'usage des bâtiments qui seront libérés. Donc les bâtiments loués pour 2 millions d'euros par an quand même seront rendus à leurs propriétaires. Les bâtiments propriétés du Conseil général du Gard seront progressivement remis sur le marché. Tout cela dans la plus grande concertation, nous a assuré le directeur général des services, Marlène. Du 13 au 20 octobre, c'est la semaine de la sécurité routière. En point de mire aujourd'hui, les conducteurs qui utilisent leur téléphone portable au volant. Une action de sensibilisation suivie par Alain Bellon. Conduire ou téléphoner, il faut choisir. Ce message était de rigueur au square Antonin cet après-midi. Police municipale, nationale, sécurité et prévention routière ont sensibilisé les automobilistes sur les risques encourus en cas d'utilisation. On remet des dépliants donc aux personnes de manière à ce qu'ils soient sensibilisés sur conduire ou téléphoner avec toutes les explications nécessaires, ce qui veut dire malgré tout que nous ferons des opérations de répression. On leur a rappelé que c'est interdit et que c'est dangereux et expliquer pour quelles raisons c'est dangereux et de toucher un maximum de personnes. C'est pour cette raison qu'on s'est placé à un endroit où il y avait pas mal de circulation. On constate toujours que l'usage du téléphone et la ceinture de sécurité ne sont pas employés correctement. La moyenne pour un arrêt à 50 km/h est de 28 mètres sans téléphone. Avec, la distance passe à 35 mètres. Que risquons-nous en cas d'infraction ? 635. Vous encourez 35 € 35 et moins 2 points. 2 points, oui, ça je le savais, oui. Enfin, être derrière quelqu'un qui est au téléphone, ça part dans... Enfin, moi je sais que je supporte pas ça, donc c'est pour ça que j'ai acheté une oreillette d'ailleurs. Pour rappel, le kit main libre ou oreillette ne sont pas sanctionnés, mais la responsabilité du conducteur en cas d'accident peut être retenue. Les professionnels au cours de ce contrôle n'étaient pas oubliés. En tant qu'IDSR, donc intervenant départemental sécurité routière, j'interviens pour sensibiliser les conducteurs justement, parce que la police c'est vrai que ça fait plutôt répression, alors que nous ça fait plutôt prévention et ça s'arrête beaucoup plus volontiers. Donc voilà pourquoi on n'hésite pas à venir et à descendre justement à la rencontre de ces conducteurs. Des actions de sensibilisation seront reconduites au cours de cette semaine.
Voilà, la semaine de la sécuritaire, ça continue. Ce qui continue également, c'est le football, Marlène. Oui, l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, monte au créneau suite à l'annonce du changement par Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel, de la modification du Conseil national, ce qui risque de changer la gestion du football français selon Jean-Jacques Amorfini, suivi du point de vue de Jean-Louis Gazot à ce sujet. Sujet de Guillaume Vuitton. C'est très simple. En fait, il y avait une promesse de Frédéric Thiriez de ne pas changer le conseil d'administration de la Ligue, qui est composé de 25 membres. Donc on était, résumé, il y avait 13 présidents de club et 12 familles, plus des indépendants. Et les présidents avaient la majorité. Et maintenant, ils veulent passer à 18-7, en éliminant complètement les indépendants et laisser simplement les familles. Mais à 7 contre 18, on ne peut rien faire. Dont notre énervement. Thiriez n'a pas tenu ses promesses. Donc aujourd'hui, on monte au créneau parce que ça peut avoir des incidences très graves dans le futur sur la gestion du football français. Bah justement, on fait depuis maintenant pratiquement 8 jours, on va voir tous les clubs pour expliquer les tenants et les aboutissants. C'est un problème politique, mais qui va avoir de sérieux problèmes sur l'avenir, et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, et pour les arbitres, et pour les administratifs, et pour les médecins. Donc on pense que c'est bien qu'on soit montés tous au créneau. On est les 5 solidaires aujourd'hui. En plus, nous sommes soutenus par les syndicats des rugbyman, des handballeurs, des volleyeurs et des athlètes qui soutiennent notre mouvement parce que dans leur fédération, ils sont pareil minoritaires. Donc on trouve anormal aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation comme ça. Moi, ça me paraîtrait, je ne dis pas indigne, mais ça me paraîtrait tout à fait anormal que dans la position où est le club, déjà parce que ce sont des salariés du club, et ceux qu'ils ont fournis depuis le début de la saison, qui, à mon ordre de grève, animent olympique. Donc je pense les rencontrer en fin de semaine. On va laisser passer ce match de Guingamp et j'essaierai de les convaincre en leur disant que pour eux ça ne change rien. C'est surtout en plus pour les clubs cette modification de statut de la Ligue. Et donc moi j'ai signé avec les autres présidents une demande d'Assemblée générale pour le mois de novembre pour modifier ces statuts. Donc je compte sur les joueurs pour écouter mes arguments et de faire le choix, parce qu'on est en démocratie. Mais je verrai quand même d'un mauvais œil qu'il y ait une grève olympique. Voilà, on a compris que c'était un petit peu compliqué et que c'était très interne à la famille du football, n'est-ce pas Marlène? Croco Hebdo, les prolongations, ce sera demain soir sur Télémiroir, en attendant bien sûr ce déplacement à Guingamp vendredi soir. Mais hier soir, on a joué à Arles. Oui, on continue donc avec du sport et le retour sur la rencontre AC Arles-Gueugnon qui a vu la victoire de l'équipe arlésienne 1-0 hier soir à domicile. Un sujet agrémenté du commentaire sur le vif de nos spécialistes du ballon rond sur des images de Nicolas Fabre. J'ai l'impression que les Arlésiens se positionnent plus en 4-4-2. Attention, la première ratée là de Jesse Moulin. Et Nani, auteur d'un but aussi face à Libourne. Attention là, et Psom qui est parti Psom, dans l'axe. il est parti dans l'axe. Oh, il y a un duel face à face. Le premier duel de Benjamin Psom. Et là, il faudrait, il a cherché à rentrer, provoquer. C'est bien joué le shot triangle pour Psom, c'est pas merde. Oh là là, que c'était bien joué. Attention, Tamobi qui va devoir se jeter, mais du coup il a dézonné. Et là c'est Robert Cac. Attention à gauche là, et c'est de... Oh non, quel arrêt. Voilà. Allez, ce serait le moment de mettre un peu la pression sur les buts des Guignonnais. Et non. Comment ce ballon n'a-t-il pu? Alessandrini qui apporte le surnombre. Enda qui a joué un triangle qui était pas mal fait, mais très belle couverture de Islin qui aura beaucoup bossé défensivement. Et Psom, il aime ça. Psom, il aime la vitesse, mais il est poursuivi par Enda qui ne pourra pas le récupérer. Maintenant, c'est pour... Allez, but de Nani. Et justement, j'attendais de savoir pour qui c'était ce ballon. Et c'est Gourmand qui l'a bien glissé pour Enani. En spontanéité, première intention comme on dit, c'est bien joué. Ça y est, on s'enflamme. Côté de Gaël Germani, Benjamin Psom qui a l'occasion de, pourquoi pas, inscrire son deuxième but. Oh, aïe, aïe, aïe. Je l'avais vu dedans, celui-là, Olivier. Il a manqué l'occasion de marquer son 4e but en 4 matchs. Centré jusqu'à la dernière minute pour gêner. Bien joué, Jesse Moulin. Il est important cet arrêt, mais attention, le ballon revient très vite. Il est recentré, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Oh, Bakary, le diable de Bakary qui était venu poser sa tête
Jesse Moulin était battu, complètement battu, et c'est encore le poteau Claude qui sauve les Arlésiens. Il est en place Jesse Moulin. Allez, ça passe, il est passé, il est passé. Et c'est fait. Ils l'ont fait, les Arlésiens, leur 5e victoire de rang, Olivier. Cette victoire qui, on l'espère, les propulsera directement sur le podium. On va savourer ces 5 victoires. C'est vrai qu'on a eu de la réussite, parce qu'on prend un poteau, puis il manque un but devant la ligne, puis même une deuxième occasion. Mais bon, comme tout le monde s'est battu sur ces ballons, c'est ce qui est formidable, c'est que le ballon n'était pas rentré, tant qu'il n'était pas rentré, tout le monde se battait comme des chiens. Et c'est ça l'important, cette série est terminée, on va essayer d'en recommencer une autre et d'en gagner encore 5 autres. Si on n'avait pas été aussi présent, ils ne seraient pas aussi précipités devant le but. Ils ont été assez maladroits, mais bon, on a provoqué notre chance et puis je pense qu'on mérite vraiment cette victoire. On était solides jusqu'au bout, on s'est parlé et on la voulait vraiment cette victoire. Voilà, les Arlésiens, 5 victoires de rang et quel enthousiasme chez nos deux commentateurs, n'est-ce pas? Ça vous plaît, hein, Marlène? Olivier Martinez et Claude Martos. Ils y mettent tout leur cœur, c'est magnifique. Tout leur cœur, toute leur énergie, que ce soit pour le Nîmes Olympique du reste ou pour l'AC Arles. L'AC Arles qui change de président en ce moment même, puisque Jean-Marc Conrad, qui était vice-président délégué, prend la place de Patrick Chauvin. Voilà, ça se passe en famille, en bonne entente, avec ce passage de relais entre Patrick Chauvin, qui tenait le club depuis quelques saisons, avec Jean-Marc Conrad du reste et toute l'équipe, et passage de relais. Donc Jean-Marc Conrad que l'on devrait avoir sur ce plateau dans Miroir des Sports dès lundi prochain. On regarde ce que ça donne aux résultats déjà. Donc important, noté en bas donc, de tableau, Istres qui reçoit Cassis. Istres est premier avec un match en retard, 2 matchs avec celui de ce soir. Et Cassis, on va voir sur le classement, est bien placé. On regarde quand même les autres résultats. Non, j'ai fait trop vite. Pardon, désolé. On y revient. Voilà, merci Guillaume. 7 qui marque le pas chez lui face à Niort. Et puis Laval également qui marque le pas chez lui face à Louan-Cuiseaux. Alors que Arles s'est bien débrouillé. Croix-de-Savoie, Libourne, c'est moins important. Le classement avec les Arlésiens, effectivement, qui sont seconds, qui peuvent le rester si Istres l'emporte ce soir face à Cassis. Cassis, toujours surprise de ce championnat de national. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, les Arlésiens qui sont vraiment dans le pool de tête de ce championnat national. Voilà pour le football. Marlène, vous voulez nous parler un petit peu cinéma? Oui, on va poursuivre justement avec une petite info cinéma. La justice qui a débouté Paul Lederman hier, le producteur donc détenteur des droits du sketch de Coluche sur l'histoire d'un mec sur le pont d'Elma, réclamait la suppression du sous-titre au titre du film l'histoire Coluche, l'histoire d'un mec. Eh bien, la justice a donc débouté le producteur hier. Le film pourra donc sortir comme prévu ce mercredi. Il est donc sorti aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est l'occasion pour vous de nous présenter votre émission de tout à l'heure, si voilà, je ne justement, m'abuse. je vous ai préparé une petite bande-annonce avec toutes les sorties La du jour. bande-annonce des bandes-annonces de la bande-annonce de l'émission Suivre l'étoile de Marlène, c'est tout de suite. Bonjour à tous, tout à l'heure dans votre hebdo ciné, vous pourrez voir pas mal de comédies avec cette semaine au sommaire de l'émission Tonnerre sous les tropiques, de Ben Stiller avec Ben Stiller et Jack Black, mais aussi Robert Downey Jr. en Black, ça promet. Qu'ils tournent ensemble. Le crime est notre affaire de Pascal Thomas avec Catherine Fro et André Dussolier. Coluche, l'histoire d'un mec qui sort donc cette semaine d'Antoine Decaune avec François-Xavier Demaison que nous avons eu la chance de rencontrer lors de leur venue à Nîmes. Un film d'action Course à la mort de Anderson avec Jason Statham. Et dernière comédie un peu déjantée, Tokyo, de Michel Gondry, Léos Carax et Jun Obong, un film composé de 3 chapitres. On y revient tout à l'heure dans Suivre l'étoile. Rendez-vous à 20h après les aléas du direct. J'ai hâte d'y être, Marlène. Donc, je me dépêche. 2 dernières petites informations. Il y avait la fête des nouveaux arrivants aujourd'hui à Val-de-Gour. On aura l'occasion d'en parler demain, puisqu'on y était. On était également place des Carmes, puisqu'il y avait une action d'action contre la faim aujourd'hui avec la nouvelle antenne nîmoise de cette association. La suite du programme sur Télémiroir, c'est dans un instant le Carousel avec Suivre l'étoile en entame. Et puis à 21h, Tendido Sud, émission spéciale consacrée au cycle Graines de Torero avec comme invité le grand vainqueur de cette année. Il s'agit de Matteo Julian. Il nous vient d'Oyonnax dans le département de l'Ain, une terre pas forcément taurine a priori comme ça. Et avec lui, Gilles Raoux, son
coach. Voilà, toujours avec Christophe Chez, bien sûr. Souhaitez une nouveauté, c'est la novillade de la Feria des Vendanges avec le triomphe de Roman Pérez l'Arlésien. Merci Marlène, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Télémiroir, bien sûr.